représente quoi dans la population française? 60%. Que 60% de la population française est musulmane. Donc l'islam serait la première religion de France, du coup. Alors d'après une étude récente, les Français pensent qu'il y a 30% de musulmans en France, alors que le vrai chiffre, c'est 7,5%. Pourquoi une telle différence entre la réalité et le fantasme sur les musulmans? Je vais aller poser la question. Bonjour. À votre avis, vous diriez combien en pourcentage de la population française? Ouais, 12%. 15%? Je dirais 20%? 25. 25%? Je dirais entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%? Ouais. D'accord. Le vrai chiffre, en fait, c'est 7,5%. Pourquoi vous pensez qu'il y a on surestime ce nombre de musulmans? C'est un sujet qui prend beaucoup de place dans l'actualité au regard d'autres sujets, donc forcément on peut avoir l'impression, quand on allume la télé, qu'on parle toujours de la même chose, et donc de ça en l'occurrence. 20%? Ouais, 15. Moi, je dirais 15. Musulmans? Je dirais 40% parce que je travaille dans le social. Je dirais au moins 40%. Moi. Pourquoi vous dites, je pense 40% parce que je travaille dans le social? Parce que j'en vois énormément, moi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, mais le fait que vous en voyez beaucoup dans votre métier, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup en France en général. Là où je m'interroge, et je ne sais pas si vous interrogez aussi, c'est pourquoi en France, on est le pays qui surestime autant sa population de musulmans. Parce qu'on est le pays dans le monde, d'après cette étude, qui surestime le plus. La question de l'islam, il y a plein de thématiques différentes, elle remonte. Alors quand on parle des élections, aussi quand il y a des attentats, quand il y a les histoires des menus dans les cantines, etc. Le fait qu'on parle plus de Marine Le Pen et qu'on ait eu beaucoup plus de sujets sur le Front National, c'est aussi lié. À l'initiative des proches, des amis d'Adrien, il y avait jusqu'à une centaine de personnes ici, à l'endroit même où le jeune homme est tombé le 29 juillet dernier dans des circonstances dramatiques. Beaucoup d'émotions, vous l'imaginez. En particulier chez les amis, les proches d'Adrien, dont vous faites partie. Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je sais que c'est pas facile pour vous de prendre la parole. Quel était le sens de ce deuxième rassemblement ce soir? De commémorer encore une fois, et on va pas dire pour une dernière fois non plus, mais parce qu'on va le faire tous les jours, mais commémorer encore une fois la mort de notre ami qui est parti aussi vite, et ça nous choque vraiment, et on est très impacté, tous nos amis et cette petite famille dans laquelle on se greffe chaque jour, et dont Adrien Pérez y faisait partie. Adrien Pérez, c'était quelqu'un qui était très important pour nous, parce que il voyait que le bien chez les gens, même s'il les connaissait pas. Quand nous on était un peu triste ou quoi, lui il avait toujours le mot pour nous donner la gaieté et le sourire. Sur la banderole, alors qui est un peu masquée derrière, mais la banderole que vous avez brandie en tête du cortège, on la voit, il y a le visage de votre ami, et puis ces mots écrits en rouge, justice pour Adrien, nous ne t'oublierons jamais. On va vous montrer également ces bougies qui ont été disposées et qui forment le nom Pérez, le nom de famille d'Adrien. Double message, Antoine, je vous le disais. L'hommage à votre ami, et puis aussi une forme de colère qui s'exprime. Bien sûr, une colère. Cette violence récurrente ici à Grenoble. Exactement, oui, c'est dans cette soi-disant métropole apaisée qu'on veut dire ça. Cet élu qui aujourd'hui n'était pas présent, Éric Piolle, on attend des messages de soutien également, on attend la diffusion nationale aussi de ces faits qui sont perpétrés chaque jour en France. Voici les faits. Il s'est passé quelque chose de nouveau. Voici les faits. Donc le 30 juillet, vous avez donc à Beaune, je ne sais pas comment on prononce cela correctement, à Beaune, dans la ville de Beaune, je crois que c'est en Côte d'Or, près de Dijon. Donc 15 jeunes de couleur qui discutent le soir très tard, une voiture qui se rapproche, apparemment c'est deux Français qui sont à l'intérieur, ça commence à se disputer. Et les Français, pour se dégager, n'hésitent pas à rouler ou à essayer de rouler sur les jeunes de couleur, qui ne sont que très légèrement blessés pour certains d'entre eux. Ces deux Français annoncent qu'ils vont revenir armés. Ils reviennent effectivement armés, et l'un des deux tire au fusil de chasse, au petit plomb, sur ces 15 jeunes de couleur. 6 blessés légers, 1 blessé grave. Il semble que ce soit une affaire de racisme. Apparemment, ce n'est pas des gitans. Il s'en serait rendu compte. Ce n'est pas une affaire de droit commun. Les jeunes n'ont pas eu un comportement de délinquant. Donc, il se passe quelque chose de nouveau
C'est la première fois depuis 2015 que j'entends parler de ce type d'affaires de Français qui sont agressifs, violemment agressifs, vis-à-vis de gens de couleur. En juin, vous avez eu les 10 membres de l'AFO, d'un groupe d'ultra-droite, qui préparaient, alors sérieusement ou pas, on ne sait pas encore, des attentats contre des musulmans, des assassinats de musulmans. Certains ont été libérés, mais d'autres sont encore en prison après plus d'un mois. Donc c'est probablement sérieux, parce qu'en juillet, vous avez eu 3 autres membres de l'AFO qui ont été arrêtés. Le gouvernement semble faire sérieusement son boulot. Il laisse en prison ceux qui semblaient se préparer sérieusement à tuer des musulmans et à relâcher les gens moins sérieux. Si on arrête encore en juillet 3 autres membres de l'AFO, c'est qu'il y a vraiment un problème avec cette organisation. Et vous avez fin juillet l'affaire de Beaune. Donc oui, nous sommes au début d'une guerre sur le territoire français. Bonjour à tous. Bon, comme vous le voyez, j'ai illustré cette vidéo par ce dessin. Vous avez un prêcheur musulman et derrière vous avez l'ombre du diable. Ça, c'est vraiment pour symboliser Daesh. Parce que comme je l'ai dit, derrière le groupuscule Daesh, c'est bien le diable qui se cacherait. En plus, quand on sait que Daesh, 80% des chefs de Daesh sont en fait l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein, c'était un peu prévisible que ce genre d'organisation se lance dans des crimes abominables, parce qu'ils ne sont même pas religieux. Mais bon, c'est pas vraiment la thématique de ma vidéo. Là, je vais vous parler, comme vous venez de le voir, comme vous venez de l'entendre surtout, une bonne majorité des gens interrogés dans ce reportage d'enquête répondent en surestimant la présence des musulmans en France, alors que le taux ne dépasserait pas les 7,5%. Certaines personnes interrogées n'hésitent pas à donner des pourcentages qui oscilleraient entre 15 voire 40%. Et pourquoi donc le taux de pourcentage de la présence musulmane en France serait surestimé? Tout simplement parce que les médias n'ont cessé de stigmatiser depuis une quarantaine d'années la communauté musulmane, en réalisant des centaines de reportages autour d'une thématique qui gravitait autour de l'immigration. Oui, c'est ça le conditionnement médiatique. Quand vous parlez tous les jours de la même chose, ça rentre dans l'esprit des gens. C'est toujours facile à une époque de dénoncer l'intégrisme musulman, surtout quand on parlait des écoles coraniques des talibans. Mais nos médias font exactement la même chose lorsqu'ils font des reportages sur l'immigration où on stigmatise l'immigré. Lorsque vous faites des reportages tous les jours, lorsque vous faites un tapage médiatique dans les magazines, les journaux, vous faites exactement ce que les talibans faisaient dans les écoles coraniques, du bourrage de crâne. Oui, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici en France, on nous fait croire que c'est le pays de la liberté, donc on ne fait pas du bourrage de crâne. Non, c'est fait beaucoup plus subtilement en France. Quand je dis en France, dans toute l'Europe, parce que si vous avez le populisme et les extrêmes droites qui montent dans tous ces pays, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en réalité, si vous faites une enquête approfondie sur 10, 15, 20 ans en arrière, sur les médias, vous verrez que les médias ont focalisé leur sujet sur la thématique de l'immigration. Que ça soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays. C'est pour cette raison que lors des élections, vous avez un fort pourcentage qui vote pour les mouvements populistes. Parce que ce sont déjà les médias qui ont poussé l'opinion à voter pour ces mouvements populistes en leur fabriquant des reportages qui, logiquement, ne pouvaient que les pousser à voter pour les extrêmes. Donc, comme je viens de le dire, pourquoi le taux de pourcentage de la présence musulmane en France serait surestimé? Tout simplement parce que les médias n'ont cessé de stigmatiser depuis une quarantaine d'années la communauté musulmane, en réalisant des centaines et des centaines de reportages autour d'une thématique qui gravitait autour de cette immigration. Et pendant qu'on vous focalise sur le sujet de l'immigration, on occulte les vrais problèmes sociaux du pays qui sont principalement dus à l'injustice que génère notre système économique capitaliste. Nous savons que les noblesses qui accompagnaient les différentes monarchies européennes céderont progressivement le pouvoir à des bourgeoisies capitalistes qui accroîtront leur richesse pendant la révolution industrielle qui animera toute l'Europe du XVIIIe siècle. Et de cette activité industrielle naîtra de puissants cartels qui, fusionnant entre eux, donneront naissance à de puissantes multinationales.
Ce lobbying naissant sera approché par celui des banques, et ainsi de puissantes oligarchies verront le jour, intégrant dans leur sphère d'influence la caste des hommes politiques, qui pour beaucoup d'entre eux flirtaient déjà avec les milieux de la finance. Ces puissantes oligarchies commenceront à s'immiscer progressivement dans les affaires politiques et économiques du pays. Et c'est ainsi que de grandes banques et de puissants groupes industriels commenceront à arroser financièrement parlant une partie des hommes politiques pour acheter leurs compétences. Certaines grandes multinationales qui financent les campagnes électorales de tel ou tel président ont des budgets qui dépassent de très très loin celui des propres États. Et en finançant la campagne électorale d'un président, on finit par acheter dans un premier temps sa fidélité et puis sa complaisance. Beaucoup de nos présidents ne sont devenus que des marionnettes entre les mains d'un système économique qu'encadrent désormais nos oligarchies. Car depuis plus de 100 ans, ces oligarchies régnantes avaient agi dans le plus grand secret, du moins dans le secret des gouvernements surtout, pour orienter, voire infléchir certaines décisions politiques afin qu'elles répondent le plus favorablement possible à leurs intérêts économiques. Aujourd'hui, l'emprise de ces oligarchies est manifeste dans nos sociétés. Grâce aux milliards qu'elles brassent, toutes ces oligarchies ont fini par acheter la politique, l'économie et la presse de nos nations. Nos gouvernements n'ont plus de réel pouvoir, comme vous le savez. Actuellement, ils obéissent à l'influence négative et économique surtout de toutes ces oligarchies. Et comme ce système économique qui leur permet de s'enrichir génère des injustices sociales qui appauvrissent tous les jours un peu plus les peuples, il fallait trouver un bouc émissaire sur lequel on focaliserait le mécontentement populaire. Et c'est ainsi que l'oligarchie française va, à travers son puissant réseau médiatique, stigmatiser la population immigrée et nous la présenter comme étant responsable de tous les maux de la société. Et comme tous nos gouvernements ont fini par adopter ce modèle économique de l'ultralibéralisme, ils ne pouvaient que se réjouir ou se féliciter à l'idée de focaliser la colère populaire sur une immigration présentée comme étant le vecteur de tous les maux de la société. En surmédiatisant des faits d'actualité qui étaient liés à l'immigration, nos médias, du moins les médias de l'oligarchie surtout, permettaient à nos hommes politiques d'évacuer les vrais problèmes sociaux du pays sur celui de l'immigration. Et ainsi on occultait des débats publics, le vrai responsable de tous ces maux de la société, qui était, du moins qui est toujours notre propre système économique capitaliste. Depuis une quarantaine d'années, on assiste à un emballement médiatique concernant certains attributs religieux qui est le propre de la communauté musulmane. Par exemple, vous souvenez-vous de l'histoire du voile islamique dans les écoles. Des pères de famille envoyaient à l'école laïque leurs jeunes filles vêtues d'un voile islamique. La franc-maçonnerie républicaine s'était immédiatement mobilisée contre cette provocation. Et comme nos médias avaient amplifié en exagérant ce problème du voile islamique, ça avait incité nos hommes politiques, une nouvelle fois, à exploiter cette aubaine pour commencer à débattre sur le sujet du voile islamique. Et une nouvelle fois, en nous focalisant sur ce faux problème du voile islamique, nos hommes politiques aidés de ce réseau médiatique oligarchique, qui, comme vous le savez, aujourd'hui leur sert de tribune, occulteront des débats publics les vrais problèmes sociaux du pays. C'est-à-dire le fait qu'il y ait 4 millions de chômeurs, le fait que votre pouvoir d'achat continue de baisser, le fait que vos loyers augmentent à une vitesse incroyable, le fait que tous les produits augmentent dans les grandes surfaces, le fait qu'on vous écrase sous les impôts, le fait qu'on on vous raquette avec tous ces radars et surtout avec les panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h. Tout ça, vous allez même plus y penser, puisqu'on vous focalise sur le problème de l'immigration. Donc pendant qu'on vous focalise, vous avez tous ces problèmes qui vous tombent dessus, mais vous ne pourrez jamais vous en sortir parce que vous êtes focalisé, conditionné par le réseau médiatique pour que vous pensiez qu'au problème de l'immigration. Et je pose cette question aux musulmans concernant ces pères de famille qui envoyaient leurs jeunes filles voilées à l'école. Agissaient-ils vraiment sous l'influence de Dieu ou du diable? Avec l'histoire de ce voile islamique, on sert la thématique de médias qui, véhiculant l'image d'une société ultralibérale avec une convergence vers le tout dépravé, devait bien servir les intérêts d'une puissance maléfique qui agissait dans l'ombre. Aujourd'hui, avec les attaques terroristes de Daesh, on s'est retrouvé devant la montée d'une islamophobie sans précédent dans l'histoire de France. Islamophobie qui, bien entendu, est entretenue par notre réseau médiatique afin de focaliser l'opinion sur le danger de l'islam. Et pour animer les débats et entretenir la thématique pendant de longs mois, nos médias n'hésitaient pas à inviter sur les plateaux TV les leaders de l'extrême droite, voire des hommes politiques ou des polémiqueurs qui partageaient les mêmes convictions que ceux de l'extrême droite. Là, vous comprenez, lorsque je parle de ces pères de famille qui envoyaient leurs jeunes filles voilées dans ces écoles laïques, savaient très bien qu'ils jouaient la carte de la provocation.
Donc quand je vois leur carte de la provocation, ils se doutaient bien qu'ils allaient attiser de la haine de la part de la population en France, hein, et qui va stigmatiser la communauté musulmane dans son intégralité. Donc, moi je ne pense pas que Dieu ait demandé à ses pères de famille d'envoyer leurs jeunes filles voilées à l'école laïque. Surtout que ces jeunes filles, en réalité, n'avaient rien demandé, hein. Le fait qu'elles soient voilées et qu'on les mette, qu'on les pointe du doigt comme des pestiférés, ça les a beaucoup chagrinées, ces jeunes filles, hein, parce qu'à leur âge, en réalité, certaines d'entre elles n'ont jamais voulu porter le voile, hein. C'est le père de famille qui les a obligées. C'est pas comme les femmes qui sont beaucoup plus âgées, hein, les femmes adultes, hein, elles le portent volontairement. D'ailleurs, je me pose toujours cette question quand je vois les Femen et compagnie, hein, Tutti Frutti avec Caroline Fourest, pourquoi on n'invite pas ce genre de femmes qui portent le voile, hein, et puis qu'elles nous disent clairement que c'est pas leur mari qui les oblige à le porter, hein, c'est pas les musulmans qui, non, c'est eux-mêmes qui ont choisi de porter ce voile. Mais le problème, c'est que si vous invitez ce genre de femmes musulmanes et qu'elles viennent dire, surtout les Françaises qui se convertissent, qu'elles portent le voile volontairement, ça va modifier le débat. Parce que dans le débat qu'on nous impose, surtout que le réseau médiatique nous impose, les femmes sont les esclaves des hommes dans le monde musulman. Et si vous faites venir des femmes qui portent le voile volontairement, ben, ça change toute la donne. Voilà, on veut toujours donner une image négative de cette religion, hein, donc c'est un peu comme les débats quand il y a des problèmes entre les islamistes et les laïcs dans le monde arabe. Sur les plateaux TV, on invite que le clan laïque, hein, le clan islamique n'existe pas, hein. C'est ce qu'on appelle la démocratie sélective, ça. On a choisi son camp, donc voilà, on parle de démocratie quand il faut parler de démocratie, de droits de l'homme, de liberté d'expression, mais quand on invite des gens sur des plateaux pour discuter, je ne sais pas, de la guerre civile en Algérie ou de ce qui se passe en Syrie, non, on n'invite que le clan laïque. Et oui, si vous ne donnez pas la parole au clan religieux en face, je ne vois pas où se trouve le débat, hein. C'est plus du débat, hein, c'est de la propagande après. Bah oui, si vous invitez un seul clan, parce que c'est toujours bien de critiquer les Russes, les Chinois, on les critique parce que c'est des régimes autoritaires, mais en France, on fait exactement la même chose, hein. On fait venir un clan laïque qui débat sur le sujet des religieux, mais les religions, on ne les invite jamais. Ou alors on nous a invités, pendant un moment, on nous faisait venir Tariq Ramadan pour parler du sujet de l'islam. Oui, mais bon, vous savez qu'il y a plus de 2 millions de musulmans en France, hein. Des intellectuels, vous en avez autant, hein. Je ne sais pas pourquoi on a été choisir ce professeur d'université en Suisse, hein. Bien, bon, je ne vais pas le critiquer, hein, parce qu'il avait quand même de la rhétorique, il savait bien répondre aux hommes politiques qui l'agressaient, qui l'attaquaient. Et bon, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois avec les femmes qui l'auraient violenté, bah, il faut expliquer que bon, il n'était pas vraiment, voilà, il demandait aux musulmans d'être pieux, de s'unir, mais lui-même ne se comportait pas vraiment comme un vrai musulman, hein, parce que si ces histoires de femmes qui l'auraient violenté sont vraies. Je précise, hein, je parle au conditionnel parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose, mais bon, c'est pour cette raison qu'il a dû avouer qu'il avait approché une femme, hein, parce qu'on allait faire des tests ADN. Donc avant que la justice ne le dise aux médias, il a préféré anticiper et dire que oui, il s'était passé quelque chose avec la troisième femme. Bah, je reviens à ce que je disais là, sur l'islamophobie, hein. D'ailleurs, vous voyez, hein, je l'ai bien illustré, hein, cette image, bien entendu, quand vous voyez l'ombre du diable, ce n'est pas les musulmans, le diable ne dirige pas la religion islamique, hein. Le diable ne dirige que le groupe Daesh, hein, et les plus fanatiques, comme vous dites, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, fanatisme? Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, parce que si vous parlez d'Israël, le fanatisme, il est des deux côtés, hein, mais bon, l'extrémisme surtout, hein. Non, cette image illustre très bien ce qui se passe en Irak avec Daesh, hein. Parce que le diable sait très bien ce qu'il fait, hein, lorsqu'il envoie ses commandos de Daesh, hein, qui sont, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, à grande majorité des délinquants, hein. Il les envoie perpétrer des attentats horribles, hein, comme ce qui s'était passé au Bataclan. Bah, son but, c'est bien de, comment dire, d'attiser la haine des musulmans en général, hein, et de l'islam en particulier. Et comme je vous l'ai dit, en France,
probablement qu'il va y avoir ce mystérieux grand monarque hein, qui serait aussi d'origine peut-être musulmane. Peut-être qu'à travers ces plans diaboliques, le diable ciblerait cette personne. Ça expliquerait pourquoi il guiderait certaines attaques de Daesh, hein, même les crimes qui se passent de l'autre côté. Hein. Ils n'agissent pas sous l'influence de Dieu. On se doute bien que le diable se cache derrière tout ça, c'est ces plans machiavéliques. Hein. Bah, nos médias, actuellement, comme vous venez de le voir hein, dans les petits extraits, parce que je vous ai diffusé un petit extrait où on faisait une enquête sur le taux de pourcentage des musulmans en France. Ensuite, je vous ai mis un petit reportage de BFM TV. Là, on parlait de l'assassinat de cette personne. Hein. Pourquoi on a surmédiatisé, du moins on a médiatisé ce fait divers, hein, parce que ceux qui auraient tué ce jeune homme étaient d'origine maghrébine. Ben voilà, vous avez compris où les médias veulent en venir. Hein. C'est que on focalise toujours, on médiatise surtout certains faits divers pour focaliser l'attention sur le musulman, le maghrébin ou l'arabe. C'est pour cette raison, voilà, c'est indirectement, en réalité, les arrière-pensées de ceux qui ont fait ce reportage, c'était en réalité pour attiser la haine du musulman. Alors que ces jeunes qui ont tué ce jeune homme, ce n'est qu'une minorité. Vous savez, en France, vous avez des millions de musulmans qui travaillent pour nourrir leur famille. Hein. Ils ne sont pas violents, ils ne vont pas tuer les gens gratuitement. Ce ne sont pas des Daeshiens en puissance. Hein. Ça, c'est le réseau médiatique qui nous le fait croire. Hein. Sauf que voilà, hein, tout comme dans tous les pays, vous avez des brebis galeuses. Hein. Donc dans cette communauté musulmane, vous avez des brebis galeuses. Hein. Ce sont souvent les délinquants. Mais bon, on peut taper sur ces délinquants, mais le problème c'est que pourquoi ils sont devenus délinquants? C'est parce qu'en face, il y a une discrimination raciale qui ne se dénonce pas. Donc c'est toujours facile, comme le Front National nous le dit, que de nous dire que les prisons, 80% des prisonniers seront noirs ou arabes. Oui, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Si les prisons sont remplies de noirs et d'arabes, c'est qu'il y a une raison bien précise. Hein. C'est que ces minorités subissent une discrimination raciale qui ne leur permet pas de s'insérer, de s'intégrer dans l'échelle sociale du pays. Donc lorsqu'on leur ferme la porte un peu partout, parce que le but c'est en réalité, on ne veut pas les intégrer, parce qu'en réalité on veut qu'ils retournent dans leur pays. Hein. Les parents et même les enfants qui sont nés ici. Hein. C'est ça le but de cette discrimination raciale. C'est qu'en réalité on ne veut pas les intégrer dans ce pays. On veut qu'ils le quittent. Ça c'est pas dit officiellement. Officieusement c'est exactement ce qui se passe dans le pays. Hein. C'est pour cette raison que ces jeunes, comme ils voient qu'ils n'ont plus d'avenir, bah, ils sont dans la délinquance, le trafic de drogue. Bon, vous avez aussi le réseau médiatique, hein, le cinéma qui endoctrine les jeunes. Hein, quand vous voyez certains films, vous voyez les trafiquants de drogue rouler dans des belles voitures, avoir des villas. Bon, je ne vais pas vous parler de Scarface, parce que Scarface, c'est une horreur en réalité. Hein. Dans le conditionnement des jeunes, c'est une horreur Scarface. Hein. Je sais pas, moi si j'avais de l'autorité, je l'aurais interdit ce film. Hein. Je l'aurais pas laissé être diffusé dans les salles de cinéma. Mais bon, parce qu'il a encouragé les jeunes à plonger dans le trafic de drogue. Hein. Surtout qu'en Amérique latine, ceux qui ont vu le film se sont lancés dans le trafic de drogue. Parce que il n'y a pas d'enquête qui a été faite. Hein. Vous demandez à ceux qui sont devenus trafiquants de drogue, je pense que beaucoup d'entre eux vont dire ouais, j'ai vu le film Scarface. Bah oui, bah oui. Donc nos médias sont en train d'attiser les haines en soufflant sur des braises hein, qui tôt ou tard réveilleront les instincts les plus primaires d'un nationalisme qui avait décimé l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, là vous avez compris de quoi je parle. Hein. Je parle du nazisme. Hein. Nos médias qui, prétextant la liberté d'expression, manipulent les opinions pour les formater afin qu'elles répondent le plus favorablement possible à un appel nationaliste qui va nous conduire vers un conflit généralisé. Et ces médias devront savoir qu'elles devront répondre de leurs agissements dans le futur, hein, parce qu'on n'est plus dans les années 40, on n'est plus dans les années 20. Les reportages télé sont enregistrés de nos jours. Hein. On peut compiler tous les reportages TV sur l'immigration, par exemple, sur 40-50 ans. Et on peut même les compiler et puis montrer ce qui s'est passé par la suite lorsque tel ou tel reportage ont été diffusés. Donc ceux qui contrôlent les médias doivent savoir que de l'autre côté, certaines personnes sont en train de faire des enquêtes. Donc si demain un conflit devait se déclencher, il faut que ces médias sachent
que, en fonction du contenu de leur reportage, de ce qui s'est passé, ben, ils auront à répondre de ce qu'ils ont fait. C'est toujours facile de faire un reportage et dire non, mais moi je fais la liberté d'expression. Le gars il va dans une banlieue, il va presque provoquer les jeunes, et ensuite il va dire ouais, c'est des zones de non-droit. Pourquoi va-t-on dans ces banlieues pour dire oui, les femmes, vous ne devez pas obliger les femmes à porter le voile? Bah, il faut pas. Vous dites que c'est une zone de non-droit, tu ne vas pas dans une zone où il y a des musulmans qui demandent. Ils demandent même pas à leurs femmes de porter le voile, c'est les femmes qui le portent eux-mêmes. Si vous regardez beaucoup des jeunes filles d'aujourd'hui, les musulmanes ne portent pas le voile. Hein. On exploite une minorité pour discréditer la majorité. En réalité, à travers le voile islamique, on s'attaque à la communauté maghrébine en réalité. Hein. Le voile, c'est juste un prétexte. Hein. Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on nous explique que certains groupes, voire milices d'extrême droite, hein, agiraient déjà en s'attaquant à la population musulmane. Hein. Bon, dans la vidéo, on a parlé de ce groupuscule qui a été arrêté. Hein. D'ailleurs, ça a été vite censuré parce qu'on nous a expliqué qu'il y avait des policiers et des gendarmes dans le groupe. Le problème avec la police et la gendarmerie, c'est là je parle de milices d'extrême droite. Je me pose toujours cette question, est-ce que notre police et notre gendarmerie ne seraient pas aussi une milice d'extrême droite, tout comme les chasseurs? Hein. Si demain un conflit généralisé devait se déclencher, ben, je pense que beaucoup de ces policiers se rangeraient vite derrière certaines milices d'extrême droite. Hein. Ils retireraient leurs uniformes et porteraient des habits civils hein, pour aller s'attaquer aux Noirs ou aux musulmans. Oui, mais même les policiers comme les gendarmes, ils doivent se douter qu'en face, on sait très bien qui va s'attaquer à l'étranger, qui ne s'attaquera pas à l'étranger. Hein. Parce qu'il faut vous expliquer une chose, c'est que je parle souvent du grand monarque, c'est qu'en face, les gens ne comprennent pas que vous êtes en face de personnes qui seront très très intelligents et qui auront des dons qui leur permettront de voir le caractère des gens, des uns et des autres. Donc je vais vous donner un exemple. Vous prenez par exemple un jeune délinquant maghrébin, juste en regardant son regard, vous saurez qu'il est délinquant. Vous prenez un policier qui a une arrière-pensée plus ou moins xénophobe comme un gendarme, hein, vous le verrez tout de suite. Donc vous n'aurez même pas besoin de parler, hein, il n'aura même pas à vous insulter, vous le saurez tout de suite. Hein. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est des regards de médium, que vous serez confronté à des regards de médium. Donc ce sont des gens qui vont voir votre caractère, en réalité vos traits de caractère. Donc lorsqu'un policier nous dit qu'il fait son travail, si en face de lui il a une personne qui va l'observer avec un regard de médium, et ben, il va tout de suite voir que ce policier aurait été un fond raciste. Bien entendu, je n'ai pas dit que toute la police était xénophobe. Hein, là c'est pareil, c'est un pourcentage, je ne peux même pas vous dire combien en pourcentage de policiers. Mais ça c'est dans tous les pays du monde. Hein. Concernant les polices, parce que là, bon, on est en France, mais dans toutes les polices du monde, c'est exactement la même chose. Le degré de pourcentage du racisme de la police du pays correspond au pourcentage de racisme dans le pays, en réalité. Que vous alliez en France, aux États-Unis, au Maroc, en Algérie, au Kenya, en Russie, bah, c'est exactement les mêmes normes. Parce que c'est toujours facile pour certains de dire que la police française est raciste, mais les autres polices, c'est pareil. Un Marocain, il peut vous dire que la police est raciste, je vous dirais d'accord, mais de son côté, au Maroc, c'est pareil. Le policier marocain, bon, ça se verra beaucoup moins, mais bon. Il faut comprendre qu'à travers les polices, hein, c'est le ressenti de la population qu'on retrouverait en réalité. Hein. Et selon vous, pourquoi les sans-papiers, parce qu'on nous parle souvent des clandestins, des migrants et tout ça, pourquoi les sans-papiers ou les clandestins qui sont soi-disant hors la loi hein, ne sont pas reconduits chez eux? Ou alors on fait mine de ne pas les reconduire. Bon, certains vont me dire oui, on est en crise, donc voilà, quand on les reconduit, ça coûte de l'argent, donc on fait des économies, on les laisse errer un peu partout. Non, c'est pas vraiment la raison. Hein. Parce qu'ils seraient, d'après nos technocrates, hein, nos économistes surtout, hein, les plus nécessaires et les plus adaptables à notre économie, hein, donc les plus rentables assez rapidement. Parce que beaucoup de ces clandestins sont jeunes et assez forts. Ils viennent seuls pour travailler le plus vite possible, ils préfèrent tous les boulots, hein, et ils ne sont pas très regardants sur les horaires, hein, pas exigeants sur la rémunération, hein, une main-d'œuvre assez idéale pour le patronat. Ils sont intégrables à court terme. Hein. Ils seraient préférés aux réfugiés de guerre.
eux qu'on doit absolument accueillir, hein, car ces réfugiés sont là par obligation, ils ont parfois une famille, des enfants avec eux, et leur but n'est pas de s'intégrer chez nous, mais de repartir chez eux hein, dès que ce sera possible. Ces réfugiés posent plus de problèmes que les sans-papiers. Hein. Bah, sans cette immigration, les experts assurent que dans les 30 années à venir, bah, la population de l'Europe sera vieillissante et en panne de natalité. Hein. Elle passera de 270 millions à 200 millions. Alors que pendant le même moment, la population africaine, elle doublera et passera de 1 milliard à 2. Donc en réalité, cette immigration est une nécessité vitale pour l'Europe. Et les moyens de la faire venir sont aussi présents. Donc nos médias focaliseraient le mécontentement populaire contre ce bouc émissaire musulman afin de nous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. Hein. Et tout en sachant que ce bouc émissaire serait vital au renouvellement des générations à cause de la chute démographique en France. Bah, les entreprises se plaignent que 300 000 emplois ne sont pas occupés hein, chez nous parce que les Français, un peu difficiles, pensent-ils, les trouvent pénibles, peu rémunérés et les refusent, hein, alors qu'ils réclament des immigrés de plus en plus pour les occuper. Hein. Ils n'ont peut-être pas tort sur le besoin en main-d'œuvre. Hein. Il faut se souvenir que dans le passé, après 1918, hein, la France avait rapatrié 250 000 travailleurs algériens. Et exactement la même chose pour 1945. La France envoyait des recruteurs pour inciter les Algériens à venir travailler en France par dizaines de milliers. Sommes-nous encore dans cette phase de pénurie de main-d'œuvre hein? Les économistes l'affirment. Et si les chiffres sur la projection de la natalité en Europe sont bons, hein, bah, leur démarche devient logique, hein, puisque en réalité, ceux qui prétendent combattre l'immigration clandestine sont les mêmes qui la laissent rentrer. Parce qu'ils savent que la démographie en Europe est en chute libre, surtout en France. Hein. Donc on a besoin de cette immigration pour renouveler les générations. Ça ne sera jamais dit officiellement, mais officieusement, c'est ce qui se dit de toute façon. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, hein, je l'ai faite. Bon, j'espère que les musulmans ne vont pas m'en vouloir. Hein. L'empreinte, du moins l'ombre du diable, ce n'est pas... Je n'essaye pas de dire que l'islam c'est diabolique, non. Je vous parle de Daesh. Hein. C'est l'ombre du diable qui se cache derrière Daesh. Et puis je reviens à ces pères musulmans qui ont envoyé leurs jeunes filles avec le voile dans les écoles laïques. Hein. Est-ce que c'est vraiment Dieu ou le diable qui les a inspirés? Oui, parce que vous avez vu que depuis une quinzaine d'années, hein, on n'a parlé que de la laïcité, le voile islamique, le danger de l'islam, l'insécurité. Donc ces hommes, ces pères de famille, n'ont peut-être pas été inspirés par Dieu. Hein. Peut-être que le diable s'est servi d'eux pour enflammer les passions entre la France et le français et le musulman. Hein. Surtout attiser les haines, hein, puisque ce diable connaît peut-être l'origine ethnique de ce mystérieux grand monarque, qui serait probablement musulmane. Donc peut-être qu'il commence à préparer le terrain. Et le problème, c'est qu'il est là, hein, c'est que le diable se sert du côté de certains musulmans, comme de l'autre, il se sert de la masse médiatique. Hein. Parce qu'il envoie les gens de Daesh faire des attentats, ensuite il va se servir du réseau médiatique pour amplifier et exploiter médiatiquement parlant ce qui s'est passé. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.